Dans ce 12h30 pour vous parler d'un phénomène qui est en augmentation dans notre pays. Vendredi dernier, c'était la journée mondiale de sensibilisation aux troubles du comportement alimentaire. On parle principalement d'anorexie et de boulimie. Alors avant le Covid, une étude de Sciensano estimait que 7% des Belges souffraient de troubles alimentaires. Parmi eux, 90 à 95% sont des femmes ou plutôt des jeunes filles. Et les conséquences peuvent évidemment être catastrophique, voire létale. Pour en parler avec nous, nous avons en ligne Tara Berenbaum, pédopsychiatre à l'hôpital Erasme et spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Bonjour. Bonjour. Alors, ce chiffre de 7% de la population, il vous semble encore juste après la pandémie que nous avons vécue ? Juste dans quel sens? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène qui a augmenté depuis la pandémie ? On sait que la santé mentale des Belges en a beaucoup souffert. Est-ce que du coup les troubles alimentaires sont aussi plus présents aujourd'hui ? Tout à fait. Les troubles de comportement alimentaire sont en augmentation, et ce, au niveau international. D'anorexie et boulimie, au niveau international, auparavant, c'était plutôt 4% des troubles alimentaires globaux. Là, aujourd'hui, une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, mais de quelque chose de peu précis, s'apparente plus aux alentours de 20%. On l'a présenté vendredi lors de notre journée internationale, et ces chiffres sont vraiment en augmentation. On a eu de grandes augmentations en consultation et en hospitalisation, malheureusement, pour ces jeunes filles qui souffraient énormément. À partir de quel âge vous recevez en consultation l'anorexie ou la boulimie ? Ça se développe plutôt au début d'adolescence ? Tout à fait. Il existe des troubles du comportement alimentaire prépubères qui sont heureusement plus rares parce que les pronostics sont plus sombres, mais majoritairement, ça se développe au début de l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, même si aujourd'hui, à cause notamment du Covid, il n'y a plus vraiment de règles précises quant à l'âge, si je peux dire ça comme ça. Quoi, ça veut dire que des femmes aussi un petit peu plus âgées peuvent développer des troubles du comportement alimentaire plus tard ? Tout à fait, tout à fait. Et alors, oui, allez-y. Non, dites-moi. Alors aujourd'hui, on parle de anorexie et de boulimie, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi, est-ce que ça peut cacher des troubles psychiques plus importants ? Tout à fait. On ne sait jamais où est la poule, où est l'œuf. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut traiter le trouble du comportement alimentaire, car on est dans des situations souvent, quand on parle d'anorexie, de dénutrition. Et pour avoir accès au reste, il faut traiter le trouble du comportement alimentaire. Néanmoins, il y a des symptomatologies comme des automutilations ou des envies suicidaires qui sont beaucoup plus présentes que dans les troubles du comportement alimentaire qu'on voyait pré-Covid. Ça, c'est une évidence. Donc, ce sont des symptômes qui se rajoutent en plus que la symptomatologie alimentaire pure. Ça veut dire qu'il faut une approche pluridisciplinaire, multidisciplinaire autour de la jeune fille ? Ça, de toute façon, on a besoin pour un trouble du comportement alimentaire d'une approche pluridisciplinaire. Donc on travaille avec des très grandes équipes, pédopsychiatres, pédiatres, infirmières, éducatrices, kinés, ergothérapeutes, thérapeutes de famille, thérapeutes individuels, psychologues. On en a vraiment besoin. On ne sait pas soigner un trouble du comportement alimentaire seul, ce n'est pas possible. Alors, dans la prise en charge, est-ce que c'est si facile que ça ? Parce qu'on a toujours dit qu'en ce moment, l'accès, en tout cas pour aux professionnels de la santé mentale, était très compliqué. Dans votre domaine, est-ce que c'est aussi si complexe ? Les temps d'attente sont longs, parfois plus longs dans certaines institutions que dans d'autres, mais quand il y a urgence, on prend en charge directement. Il ne faut pas attendre jusque-là, bien sûr, mais c'est vrai que le réseau de santé en termes de santé mentale est très bouché pour le moment. À quel moment... Parce qu'il y a aussi toutes les autres pathologies. Oui. À quel moment il faut commencer à s'inquiéter quand on est parent, quand on voit sa fille qui ne s'alimente plus, ou qui peut cacher aussi cette anorexie par des vêtements plus larges ? On ne voit pas forcément toujours, tout de suite en tout cas, qu'il y a un problème. À quel moment il faut s'inquiéter ?
Eh bien, c'est une maladie extrêmement pernicieuse et on a souvent envie de stéréotyper cette pathologie en disant c'est à cause de ci, à cause de ça. Ce qui est important à se dire que ça reste une maladie et qui essaye de se cacher le plus possible et donc qui va dire ben j'ai pas mangé ce midi, j'avais pas faim, ou ce soir j'ai déjà mangé. Il faut s'inquiéter quand il y a une diminution des quantités dans l'alimentation. Il faut s'inquiéter quand il y a une augmentation du sport. Il faut s'inquiéter quand on s'isole socialement, quand on a une restriction alimentaire, mais aussi des envies globales que le jeune peut avoir, quand l'école prend une place considérable, encore plus importante qu'avant, par exemple. On parle Pratiquement, quand une jeune fille décide de couper tout gras, tout sucré, toute alimentation comme des féculents, des choses comme ça doit être des signes d'appel pour les parents. Pas toujours simple, je pense, pour des parents de pouvoir en discuter avec leur enfant, probablement un peu isolé, comme vous le disiez. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là ? En général, je conseille d'aller vers le médecin traitant, qui est un médecin de famille. Et donc, normalement, l'adolescent, les parents doivent avoir ont confiance. Et puis ensuite, aller vers des centres spécialisés pour avoir un avis plus poussé. Le but aussi, c'est de faire de la prévention au niveau national et donc de former les PMS, de former les médecins de première ligne, les psychologues de première ligne également, les diététiciennes de première ligne, pour qu'ils puissent référer vers des centres adaptés pour les troubles du comportement alimentaire. Et ne pas rester seul aussi en tant que soignant pour traiter cela. Alors c'est vrai qu'on en parle quand même depuis quelques années, de l'anorexie, de la boulimie. On disait en introduction, 90%, enfin plus de 90% même des patients sont en réalité des patientes et donc aussi des adolescentes. Il y a toujours ce poids de la minceur ou de la maigreur qui est véhiculé dans les médias ou par les réseaux sociaux avec des challenges sur TikTok par exemple. On se souvient de ces os des hanches qui devaient être saillants pour faire un pont sur le maillot de bain. C'est toujours la même chose ? Tout à fait. Il y a des challenges aussi au niveau des écouteurs que l'on met, qu'il faut passer un certain nombre de fois autour de sa taille, par exemple. Donc, TikTok a un algorithme, par exemple, extrêmement puissant qui est en train d'être étudié dans des pays plus anglo-saxons, qui révèle que par rapport aux préoccupations corporelles, c'est dramatique, bien sûr. Les chiffres de 90% de filles sont les chiffres qu'on a, mais malheureusement, les garçons, comme c'est une pathologie mentale et stigmatisée féminine, ils consultent moins. Mais il y en a probablement plus que ce qu'on pense. Et donc c'est pour ça, il faut encore en parler. Le body positif, finalement, qu'on peut avoir, nous aujourd'hui, on voit de plus en plus de mannequins grande taille ou de femmes qui ont, alors peut-être plus la trentaine, qui s'assument avec leur forme. Ça ne touche pas les adolescentes encore ? C'est pas le public ciblé pour moi. Ça doit être travaillé dans les générations qui sont plus au-dessus pour qu'on puisse transmettre aussi aux adolescentes ce message-là. Mais quand on parle de body positif, ce n'est pas encore malheureusement les adolescentes qu'on cible dans un marketing plus large aussi, par exemple. Et donc ça, il faudrait que ça change, je suppose. Merci beaucoup, Tara Berenbaum, de nous avoir rejoints en ligne pour parler de ce sujet. Et donc, on ne dira jamais assez, parler avec vos adolescentes et vos adolescents aussi de ces problèmes. Merci beaucoup. Merci à vous.